Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la coopération entre l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette vidéo fait suite à la précédente qui était justement sur la conception des jets japonais avant la guerre et pendant la guerre uniquement au niveau national. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente, nous allons parler de la coopération justement entre l'Allemagne et le Japon au niveau aéronautique. Et sur ce, c'est parti. Dès le départ, l'une des graves failles de l'Axe réside dans la foi inébranlable, aux plus hauts échelons de la chaîne de commandement, que chacune des trois puissances peut mener sa propre guerre de son côté. Si l'Italie est rapidement ramenée à la raison après l'échec cuisant de sa guerre parallèle dès l'hiver 1940-1941, pas grand chose n'est fait ni en Allemagne ni au Japon pour coordonner les efforts en vue des opérations offensives à venir. L'Allemagne n'est pas parvenue à persuader ses lointains alliés asiatiques d'attaquer l'Union soviétique à revers au moment où il déclencherait Barbarossa, puisque c'est le plan d'expansion vers le sud, celui de la marine impériale, défendu également par le ministère des Affaires étrangères de Matsukuo, qui s'est imposé au détriment de celui de l'armée partisane d'une occupation de la Sibérie. Aussi, les échanges entre les deux pays se limitent-ils à de simples concertations sur des questions militaires très secondaires, des vols à longue distance de Junker Ju-290 et des croisières de sous-marins de navires corsaires, autant de voyages destinés à cheminer ou ramener par air ou par mer de petites cargaisons de matières stratégiques ou d'équipements militaires sensibles. Ce n'est que le 20 janvier 1943, après un taux de change entre le Reichsmark et le yen a été convenu, qu'un traité de coopération économique est signé entre Berlin et Tokyo. Les deux alliés conviennent enfin avec ce texte de l'échange de matières premières, de technologies, de techniciens et de plans de différents matériels aéronautiques et autres d'ailleurs, tels que le moteur à explosion, la fusée, le réacteur, voire des avions complets. Et il était temps. Une invitation des attachés militaires nippons à l'ambassade de Berlin, à l'Heereskommando 16, centre d'essai de la Luftwaffe à Bad Schwintenz, où l'on teste le Messerschmitt 163, ne tarde pas à donner une suite concrète à cet accord. Ayant été très impressionnés par l'avion fusée, les Japonais s'entendent avec les Allemands pour la livraison au plus tard, le 1er mars 1944, des plans du Messerschmitt 163B et du moteur fusée Walter HWK 109-509A, d'un Comet complet et de 2 kits de pièces détachées ainsi que de 3 HKW 509A complets. Sans compter le transfert de technologie, il a été convenu qu'un engagement formel a être tenu informé des améliorations ultérieures de l'appareil, une autorisation d'étudier directement en usine le processus de fabrication de l'avion et du propulseur, et enfin celle d'observer en unité opérationnelle la doctrine d'emploi de la Luftwaffe. Et l'Empire du Soleil Levant est prêt à payer rubis sur ongle. Rien que pour la licence de production du moteur fusée Walter, les Japonais consentent à verser 20 millions de Reichsmark. En mai 1943, le U-511 apparaît de l'Orient, avec à son bord une première liasse de plans du Messerschmitt 163, le sous-marin arrivant à Penang, en Malaisie, sous occupation nippone au mois d'août. En mars 1944, les Allemands acceptent de faire parvenir aux Japonais tout renseignement concernant les deux avions à réaction de chez Messerschmitt. Le 30 du mois, le RO-501, un sous-marin type 9C offert par la Kriegsmarine à la marine impériale le mois précédent, l'ex-U-1224, quitte donc Kiel en emportant les plans du Comet, et peut-être même un spécimen démonté. Parce qu'on sait effectivement qu'un exemplaire du Messerschmitt 163 démonté a été envoyé au Japon, sans savoir quel navire s'est chargé de son transport, et qu'il n'est jamais arrivé à destination. Oui, je vous spoil un peu ce qui va se passer. Le RO-501 est le bâtiment sans doute le plus probable. Il sera cependant coulé, du coup, le 14 mai, au large du Cap Vert, par des charges de profondeur du destroyer USS Francis M. Robinson, et celles des appareils du porte-avions d'escorte USS Bogg. Les Nippons n'entendent pas en rester là, bien au contraire. Une lettre de Milch à Göring datée du 1er avril fait part d'une demande de Tokyo concernant l'envoi de spécialistes du turboréacteur au Japon, la formation de techniciens nippons en Allemagne et la demande de production sous licence du Messerschmitt 163 et du Messerschmitt 262. En juillet, le Reichsmarschall accorde effectivement à ses deux partenaires asiatiques les deux licences. Le 22, actant la perte du RO-501, il s'engage à livrer un exemplaire de chaque appareil, ainsi que des spécimens des turboréacteurs Junker Jumo 109004 et du BMW 109003. Mais Göring fait rapidement marche arrière et ne veut pas divulguer la technologie allemande sans que des mesures strictes de sécurité soient appliquées à ces matériels sensibles.
Le dictateur se rallie à l'opinion de son dauphin et interdit temporairement la livraison de tout matériel aéronautique militaire au Japon, avant de finalement revenir sur sa décision début octobre 1944. Avant cette série de revirements, les Japonais ont obtenu la livraison de documents qui leur permettent d'avancer. Le 16 avril 1944, le sous-marin I-29 est appareillé de l'Orient avec à son bord, outre des machines Enigma et des composants de radar, les plans du Messerschmitt 163 et 262, un exemplaire du moteur fusée Walker HWKA 509A et le commandeur technique Iwata Eiichi, qui a assisté à plusieurs vols du Comet au centre d'essai. Le submersible a accosté à Singapour le 14 juillet, débarquant ses passagers et poursuivant seul avec son équipage et sa précieuse cargaison sa route vers le Japon. Craignant de mettre tous ses œufs dans le même panier, Iwata a pris la décision de prendre avec lui, jalousement conservé dans une caisse, les 20 pages les plus importantes du manuel d'entretien du Messerschmitt 163B, une photo grand format de l'appareil et d'autres gros plans des ailes, des documents traitant de la fabrication et de la réparation de ces mêmes ailes en contreplaqué de hêtre, les formules de ces carburants ainsi que les feuillets décrivant leur manipulation, les formules de colle, les caractéristiques des différents types de valves utilisés sur l'avion fusée, les plans et des photos du réacteur BMW 003, etc. Et bien lui en a pris parce que le 26 juillet, le I-29 en route pour Kure a été coulé par le sous-marin USS Sawich au large des Philippines. Chez les industriels nippons, la documentation sauvée par Iwata sur le BMW 003 permet justement d'opérer un spectaculaire bond en avant, car les techniciens de l'arsenal de la marine, aux ordres du vice-amiral Wada Misao, n'ont jusqu'ici rien réalisé de tellement satisfaisant. Concurrent annoncé du motoréacteur Tsu-11 d'Ishikawa, le TR-10 a en effet été construit par Ebara Seizu et a été testé à partir de juin 1943. Il s'agit d'un turboréacteur équipé d'un compresseur centrifugeuse avec un unique étage de compression et une turbine à un seul étage. Il fonctionne, mais bien loin des performances espérées, si bien que les travaux se sont poursuivis encore un an. Au cours de l'été 1944, l'arrivée des documents allemands pousse, chose extrêmement rare, il faut le noter, les ingénieurs de la marine et ceux de l'armée à collaborer sur l'amélioration du TR-10, qui est du coup rebaptisé NE-10. La nouvelle monture, d'un poids total de 250 kg, est terminée en septembre et développe une poussée de 300 kg, ce qui est mieux, sauf que sa consommation en carburant est inacceptable. Une version plus puissante et moins gourmande est alors mise au point, le NE-10 Kai, qui ajoute un compresseur axial à 4 étages devant le compresseur à centrifugeuse. Sur turboréacteur, mixte devient le NE-12, parfois appelé le TR-12, qui a produit 320 kg de poussée, mais se révèle bien trop lourd, 350 kg. D'où la réalisation du NE-12B qui ne pèse plus que 315 kg et constitue la première véritable réussite 100% japonaise, même si ses capacités demeurent très en décalage de celles des moteurs allemands. En mars 1945, le NE-12B est abandonné au profit du NE-20, après seulement une quarantaine d'exemplaires assemblés. A noter qu'une version agrandie du NE-12 sera étudiée à Yokosuka, en vue d'égaler les performances des BMW 003 et Junker Jumo 004 de la Luftwaffe. Construit par Ishikawajima et testé en octobre 1944, le prototype de ce NE-030, d'un poids total de 750 kg, est en effet annoncé d'une puissance de 850 kg. Ce turboréacteur est spécifiquement conçu par Yokosuka Tenga, qui n'est en fait qu'un bombardier PY-1 Ginga, dont les deux moteurs en double étal Nakajima HO20 seraient remplacés par des NE-30. Devant les difficultés de mise au point, ces deux projets sont toutefois laissés de côté début 1945. L'alternative au NE-12 serait de directement copier le réacteur BMW 003 grâce aux documents ramenés par Iwata, ce à quoi vont s'affairer bien entendu les industriels nippons. Le NE-15 est un turboréacteur à flux axial doté d'un compresseur à 8 étages. Il est plus léger, plus petit et aussi moins puissant que son homologue allemand. Pour pallier le manque d'acier au nickel, les ailettes de la turbine sont un mix de chrome et de vanadium. Afin de diminuer le risque d'apparition de cric à la base des ailettes, celles-ci sont épaissies et diminuées, au nombre de détriment du rendement. Diverses améliorations du compresseur amènent à le renommer NE-20, et le résultat est à la hauteur des attentes. En janvier 1945, le réacteur tourne au banc, donnant une poussée de 500 kg. Sa consommation d'environ 920 litres de carburant par heure, bien que les performances du NE-20 restent toujours inférieures au BMW 003
et le Jumo 004, Ishikawajima reçoit un contrat pour la production en série. Celle-ci n'a le temps d'en construire que 12 exemplaires. À la toute fin de la guerre, une version encore plus puissante, développement 650 kg de poussée, sera envisagée, le NE20 Kai. Mais comme pour les autres turboréacteurs à l'étude au Japon, la capitulation empêchera alors d'aboutir. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notre chaîne. Et j'espère que ce sujet vous aura aussi intéressé, puisque bon, il s'agit de la coopération entre l'Allemagne et le Japon, c'est pas souvent évoqué. Et ça montre aussi en lumière toutes les difficultés du Japon pour acquérir des technologies allemandes. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.